Je connais beaucoup de copywriters qui ont décidé de faire sauter cette éthique. Et là, je me dis, waouh, tu peux faire ça juste en écrivant. Et là, tu dis, j'adore ce métier. En 2024, j'ai généré un peu plus d'1 million d'euros d'opportunités de vente. Et là, j'ai versé mes larmes. Bonjour à tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode du podcast du tremplin avec Guillaume. Il a été rejeté pour ça, aujourd'hui il en a fait sa profession, son succès. Guillaume, dis-nous, raconte-nous un peu ta vie. Bah, déjà, merci beaucoup, Rewan, en tout cas, de m'avoir accueilli sur ce podcast. Avec plaisir, merci à Euh, moi. En tout cas, bah, oui, je trouve ça très intéressant, finalement, le titre, d'être un petit peu le rejeté socialement. J'aime beaucoup un peu cette analogie-là. Et comment je peux me décrire? Bah, je suis copywriter, je suis média buyer. Mon intention première en tant que copywriter et média buyer, c'est d'avoir de l'empathie pour les gens, pour comprendre réellement leurs besoins et de les faire passer à l'action. Toujours dans le but de les aider en fait à changer leur vie, de manière positive évidemment. Donc ça, c'est vraiment mon job. Et en fait, c'est quelque chose qui demande extrêmement de compréhension. Une compréhension humaine, Ouais. d'abord, une compréhension aussi de la logique psychologique. Et à partir de là, en fait, comprendre quels vont être les leviers à activer pour faire passer la personne à l'action. Ouais. Parce que finalement, la chose qui est la plus intéressante, c'est que les gens ne sont pas prêts à passer à l'action, qu'on le pense ou pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne passent pas à l'action pour des raisons qui sont inhérentes à elles, qui sont de la peur la plupart du temps. Et nous, notre but, en tant que copywriter, c'est tout simplement de faire sauter cette peur pour leur dire la vie que tu désires, elle est à quelques pas, quelques clics, si on regarde sur le côté en ligne. Et donc, mon but à moi, c'est de faire sauter cette barrière pour qu'elle puisse enfin accéder à la vie qu'elle mérite. Ok, mais finalement ton discours là c'est un peu comme, tu te décris un peu comme les closers se décrivent. Et qu'est-ce qui te différencie d'un closer? Bah, moi, je le fais à l'écrit, tout Ok, simplement. En c'est fait, bon. on a le même métier. Le closer a un temps limité. Ouais. Il a aussi une adaptabilité qui est très impressionnante parce que c'est sur l'instant T, chose que moi aujourd'hui je travaille, mais sur lequel je serais bien meilleur en retrait, prenant le temps de réfléchir, de poser les bons mots. Le closer le fera, mais sera beaucoup plus rapide. Moi, je vais vraiment aussi essayer de faire en sorte de créer un univers, c'est-à-dire que en fonction des personnes que je vais accompagner, je vais faire en sorte de ne pas écrire de la même manière. Tout comme un closer, il ne va pas Ouais. parler de la même manière à la personne qui est en face de lui, mais lui, il va être beaucoup plus peut-être cartésien. Il va beaucoup plus amener sur une projection réelle. Moi, je peux me permettre d'aller dans l'imaginaire. Ok. Je peux utiliser, en fonction des différents domaines, des images complètement irréelles, mais qui va parler aux gens visés. Exemple concret, si d'un coup tu vends un vêtement dans un univers particulier, et ben, disons que ça s'adresse par exemple aux femmes, bah, on va utiliser un univers qui leur correspond, qui leur parle. Imaginaire ou réel, tout va dépendre aussi de l'attitude du client. Ok. Donc tout ça, en fait, tous ces éléments, ce qui est génial, et c'est aussi pour ça que je préfère le copywriting au closing, mais si j'adore aussi le closing, c'est cette capacité à pouvoir utiliser cette créativité pour pouvoir aussi pousser les gens dans un univers qui leur plaît, qui leur fait ressentir des bonnes sensations. Finalement, c'est comme tu veux partir en voyage, on cherche à te donner la meilleure expérience possible. Pour autant, tu vas d'abord dans une destination. Mais c'est pas sexy, c'est pas assez sexy pour moi. Donc ce qu'il faut, c'est aussi créer cet univers autour. Ouais. L'enjoliver et donner le plus de sensations possible pour que la personne se dise ok, peut-être que sur le premier écrit, je vais peut-être pas passer à l'action, mais ça me donne envie. Tiens, je continue. Ah, je ressens des choses, c'est cool. Là, ça me plaît. Là, j'ai envie de passer à l'action. Puis bien évidemment, il y a aussi ce côté, je vais des fois aussi être un peu plus terre à terre quand il s'agit de passer à l'action. Je veux pas que la personne pense que l'imaginaire, ça doit rester comme ça dans sa tête. Il faut que ça devienne réel pour elle. Ça s'inscrive dans la matière. Et c'est ça qui me plaît. J'ai envie de voir les gens aimer le moment, mais aussi après passer à l'action vraiment. Parce que Ouais. bon, s'ils aiment le moment, c'est chouette, mais si à la fin il n'y a rien, Les quel est l'intérêt? paroles, c'est bien les paroles, mais il faut l'action aussi après, quoi. C'est ça. Et, Et ça peut être problématique pour le copywriter parfois. aussi quand tu dis enjoliver, du coup, c'est quoi la limite d'enjoliver? Est-ce que c'est quelque chose qui reste proche de, enfin, est-ce que tu peux exagérer le trait, de façon à ce que ce soit, comment dire? Hem, est-ce que tu vas mentir des fois sur le produit Non. ou tu Alors, tu pourrais. ouais, Littéralement, ça dépend de ton éthique. Moi, aujourd'hui, je pense que ça ne sert à rien parce que de toute manière, à un moment donné, ça va retomber sur toi. Je connais beaucoup de copywriters qui ont décidé de faire sauter cette éthique. Encore bien à leur face. Mais moi, j'ai cette éthique qui fait que je ne peux pas me permettre. Oui, je vais créer un univers qui va leur donner envie, bien sûr. Il n'est pas
si on est très terre à terre, il n'est pas là, il n'est pas concret. Mais on le projette parce que c'est ce qui va se passer. Je vais pas, je vais te donner un exemple concret. Si par exemple, je vais bosser pour une agence de voyage, je vais projeter la personne dans ce voyage et ça va vraiment se passer. Bien sûr, je vais édulcorer, je vais ajouter des émotions, des sensations que peut-être comme ça, tu ne le verrais pas, tu ne le percevrais pas. Mais pourtant, c'est vrai. Comme un photographe. Un photographe, il va prendre une photo, mais il va le mettre sous le meilleur angle. La vidéo qu'on est en train de tourner, elle va être sur un angle particulier pour donner une sorte d'impression. C'est la même chose en copywriting, tu donnes l'impression, tu scénarises. Mais c'est vrai, finalement, comme un film. J'aime bien aussi ce qui est ce côté aussi storytelling, tu vois. On crée une histoire, on crée quelque chose qui te donne envie d'aller plus loin. On se raconte tous des histoires, il faut être aussi OK avec ça. On se raconte tous des histoires. Pourquoi on est comme ça? On se projette dans quelque chose qui n'est pas vrai, mais ça nous permet de nous sentir mieux au quotidien. Moi, c'est ce que je veux que les gens se sentent bien au quotidien, mais surtout aussi qu'ils passent à l'action parce qu'en fait, ça va leur permettre d'aller encore mieux, hein. On passe, effectivement, comme tu disais, de l'irréel au concret. Ouais. Il y a toujours des nuances, mais notre but, c'est de rendre la chose sexy. Tu vas à un rendez-vous, si tu es mal sapé sur toi, bah, il y a une projection qui se fait. Si tu es bien sapé sur toi, d'un coup, les gens, ils projettent quelque chose. Et donc, ils s'imaginent des choses. Et à partir de là, bah, du coup, après, tu peux le rendre concret. C'est ça. En fait, moi, mon but, Ok. c'est tu mets en fait, tu mets un papier cadeau, le beau ruban et tout. Et à l'intérieur, il y a aussi le cadeau. Ouais. Il n'y a pas rien. C'est pas une boîte vide. Il y en a, c'est des boîtes vides. Mais c'est leur problème. C'est pas le mien. Ok. Excellent. Et concrètement, en termes de, est-ce que tu aurais des métriques que tu peux donner sur ce que tu as accompli Ouais. jusque-là? Bah, je vais prendre un exemple concret. Donc là, aujourd'hui, on est en 2025, au début de l'année 2025. En 2024, j'ai généré un peu plus d'1 million d'euros d'opportunités de vente. Je tiens à être aussi très franc avec les gens qui vont écouter ou qui vont regarder ce podcast. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que copywriter, tout va dépendre de ce que vous vendez derrière. euh, Parce qu'il y a des fois, en fait, vous allez juste amener un rendez-vous. Ce sera son objectif si la personne vend un service. Si c'est un produit, on va vraiment vendre le produit. Donc, quand je dis opportunité de vente, c'est le nombre de personnes qualifiées qui arrivent jusqu'à la prise de rendez-vous et qui sont ensuite gérées par le closer ou par le setter auparavant. Et sinon, si c'est plus pour tout ce qui va être produit, donc là, on va dire sur des prix qui sont bien inférieurs à 1 000 euros, là, cette fois-ci, c'est moi qui vends. Donc là, moi, je vais plutôt prendre sur l'opportunité de vente totale. Donc on est à plus d'1 million, je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais on a largement dépassé le million. Donc c'est ça vraiment, si je peux donner une métrique Ok. concrète. C'est un beau chiffre, ça. C'est un beau chiffre et après aussi, il faut être réaliste, il y a des gens qui vendent à des gros prix, donc ça fait aussi augmenter le résultat. Ouais. Si c'était que des petits produits à 50, bon, c'est sûr que je ne serais peut-être pas à 1 million, tu vois. Mais du coup, ça aide aussi forcément, et puis bah, ça permet aussi aux gens, aux entrepreneurs de changer leur vie. Il y a aussi ce truc cool, euh, je pense pour ceux qui aimeraient voir ce qu'est le copywriting, même la publicité, et c'est ça la différence aussi qui fait que je suis plus dans le copywriting que le closing finalement, parce que je pourrais, c'est toujours de l'empathie, de la Ouais. persuasion, c'est le fait que on écrit pour plusieurs personnes, des gens qui ont certainement le même parcours de vie ou des similitudes, et du coup, plutôt que d'impacter une seule vie sur un temps qui est quand même chronophage pour un closer, bah là, on va essayer de toucher plus de personnes. Et c'est ça qui est super, et si on peut aller plus loin dans les grandes marques, finalement, une publicité, ça va toucher des millions de personnes. Ok. Et là, je me dis, waouh, tu peux faire ça juste en écrivant. Fantastique. Ok, excellent. Et du coup, est-ce que tu peux raconter un peu d'où tu pars? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là? Ouais. Alors, c'est assez rigolo parce que ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est ce côté, on cherche à faire quelque chose, un métier en l'occurrence, souvent en tout cas un métier qui nous drive, parce qu'on cherche à régler quelque chose chez nous, finalement. Et pour moi, en tout cas, ça a toujours été ce côté intégration sociale. En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai eu du mal à m'intégrer. Je ne sais pour quelle raison jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais étant petit déjà, à l'école déjà, je ne trouvais pas ma place. Aucune raison. Je ne pouvais pas le savoir exactement pourquoi. J'étais pas méchant, je suis juste très curieux. Je voulais rentrer avec les gens, voir un petit peu, voilà, dans les groupes, discuter avec les enfants. Voilà. J'avais, je sais pas, j'avais 3-4 ans et déjà des difficultés à m'intégrer. Toujours un peu en dehors. Bon, bah, c'est Mhm. tout. Bah, en fait, tu vis ton monde tout seul en ton imaginaire. Déjà, tu crées de la créativité parce que tu es dans ton imaginaire. Même mes parents ils me voyaient quand j'étais chez moi, je jouais avec mes jouets, je me faisais des histoires tout seul. Je faisais mon monde, en fait, j'étais dans ma bulle. Et puis, en fait, de fil en aiguille, bah, arrive le collège. Le collège, c'est un nouveau changement aussi. Tu passes d'un enfant à cette fois-ci un début d'adolescent. Ouais. Donc là, il y a aussi plus d'envie d'interaction sociale. Et en fait, c'est la douche froide pour moi, parce que j'arrive en me disant: «Ah, les gens que je connaissais de l'école primaire, bah, ça va être des amis aussi au collège, trop bien».
En fait, j'arrive, et là, en fait, je suis tout seul. Encore une fois, mais là encore plus. Je vois les gens différents, je me vois arriver, ça s'appelait en jogging. Je me rappelle de mon premier jour, j'arrive en jogging en me disant, ouais, bah, c'est pareil, comme d'habitude, quoi, chez moi. Et là, je vois tous les gens avec un beau polo, etc. Moi, j'étais en école privée. Et là, je me dis, ok, il y a quelque chose qui détonne. Et tous les gens me regardaient bizarrement, genre j'étais le mec bizarre, quoi. Qu'est-ce qu'il fout, lui, en jogging? Et là, tu vois, je me dis, ok, bon, bah, je sais pas trop comment faire, j'arrive pas à m'intégrer encore. Et là, le problème, c'est que du coup, quand tu passes à ce stade-là et que du coup, tu es déjà catégorisé comme personne bizarre, bah, les gens, ils se disent, toi, tu vas être la cible. Que tu le veuilles ou non, en fait, je sais pas pourquoi dans la tête des gens ça se passe comme ça, mais tu finis par être un peu le mouton noir, tu vois, le bouc émissaire. Pour pas des raisons qui sont tout à fait rationnelles, mais juste tu es en dehors de la marge. Donc tu es quelqu'un, il faut rejeter, quoi. T'es pas comme nous. Ouais, t'es seul, t'es cible facile. Tu es une cible facile. Et qu'est-ce qui se passe après quand tu es une cible facile? Bah, ceux qui ont plus d'ascendant psychologique ou physique vont s'en prendre à toi. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, au collège, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ouais, je pense, fin sixième jusqu'à la troisième, j'étais harcelé régulièrement. Je ne sais pas combien de fois par semaine, mais c'était plus que régulier. En tout cas, c'était hebdomadaire, ça c'est sûr. Donc c'était du harcèlement physique, harcèlement moral, un peu la totale, quoi. Et toi, en tant qu'enfant, tu as deux solutions. Soit tu décides d'affronter les choses, mais il faut être sacrément résilient Ouais, pour un adolescent, pas d'un ouais, adulte, hein. ouais, c'est clair. Un adolescent qui est en pleine réflexion sur soi, sur son évolution, physique comme mentale. Et donc tu te dis, bah, je dois l'affronter. Ça arrive rarement, ça. C'est plutôt une forte personnalité, mais souvent, au bout du premier jour, c'est réglé, tu vois. Ouais. Mais quand tu subis, en fait, tu as malheureusement deux choix. Tu as soit le choix de, bah, malheureusement, mettre, j'aime pas le terme, mais pourtant ça arrive aussi, il faut être conscient de ça, des gens qui mettent fin à leur vie parce qu'ils subissent tellement de pression que c'est tout, en fait, ils jettent l'éponge, Ils ça voient pas d'autre s'arrête, solution. Ouais. il n'y a pas de solution, enfin en tout cas, Mais ont pas, eux ne voient pas d'autre ils solution. ne voient pas de solution, ils n'ont pas la force de pouvoir le faire et puis ils n'ont pas l'aide pour plein de raisons. Ils n'ont pas le recul nécessaire. Ouais. Voilà. Et il y a aussi ce côté, bah, en fait, je m'adapte. Et c'est là où je veux en venir, c'est le côté adaptabilité, parce que finalement, c'est ce que j'ai choisi, en me disant, bah, ces gens-là me rejettent, et en plus, souvent, c'est des gens qui sont, comme on disait déjà, c'est des personnes qui sont bien vues, tu vois, dans le groupe. Donc on dit, bah, on va être comme eux. Ils sont, ils sont entre guillemets, charismatiques, enfin, c'est ce que tu vois, toi, en tant qu'adolescent, ils sont charismatiques, je vais être comme eux, finalement, en fait. J'ai juste à mimer. C'est ce que j'ai fait. J'ai mimé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai commencé à m'intégrer. Je portais plus les mêmes vêtements. J'ai regardé mes parents à dire tiens, je portais tel vêtement, tel truc, mais pourquoi tu fais ça? T'occupes. Je gère la situation. Tu finis par essayer de tout doucement t'intégrer dans les groupes, parler comme eux. Tu finis par aussi avoir les mêmes centres d'intérêt. Et là, ça fonctionnait du coup. Et là, ça fonctionnait mieux, oui. Beaucoup moins de harcèlement, mais toujours quand même un peu. Parce qu'ils comprenaient, ils sont pas idiots non plus. Hein. Ils se disent, ils essaient d'être comme nous, ouais, on va quand même lui mettre quelques petites claques quand même, qu'ils comprennent qu'il n'est pas encore intégré. Ok. Un peu, tu vois. Et malgré tout, ça diminuait. Ça diminuait quand même. Et donc, là, tu te dis, ok, c'est un moyen de survie. Et tous ceux qui seront en marge encore, ils vont toujours subir. Donc pour moi, ma solution, c'était de s'adapter, de mimer d'une certaine manière. Et puis bah, au fur et à mesure, ça marchait. Puis bah, plus tu avances en maturité, plus tu te dis, ok, il y a aussi des moyens de défense. Donc c'est à ce moment-là aussi, moi, je me suis mis au sport. J'ai commencé à faire des sports de contact, rugby, etc. Ça m'a permis aussi de pouvoir beaucoup plus me confronter à l'adversité. Et c'est à ce moment-là, bizarrement, il y a eu une bascule. Et c'est là aussi où, bah, comme j'ai trouvé des centres d'intérêt qui étaient propres à moi, ce que j'avais envie, j'ai découvert des véritables amis. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé un peu à m'épanouir un peu plus socialement. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'était assez drôle, on n'a pas encore parlé, mais c'est le fait que euh, quand je suis passé sur cette phase au lycée, je suis arrivé sur un moment où je me rendais compte que en fait, j'étais pas un mec bizarre. J'avais des compétences, en fait, j'avais même une confiance finalement. Moi, j'avais une estime de moi. J'avais, je pourrais dire un certain charisme, parce que j'étais pas moche, tu vois. Ça passait bien auprès des filles, et puis bien évidemment aussi auprès des hommes, tu vois, tu discutais bien, tu avais des amis. Ouais. Donc en fait, je me suis dit, bah en fait, non, c'est la projection qu'ils avaient sur moi qui était erronée. Moi, en fait, finalement, j'étais bien. Je n'étais pas une personne à problème, loin de là. J'étais pas idiot. Enfin, ça se passait bien finalement à côté. Et c'est là où d'un coup il y a un peu ce changement. Je me dis, tiens, c'est marrant, de ce que j'ai pu peut-être obtenir comme compétence pour mimer, tu vois, un petit peu mieux comprendre comment ça se passait, bah en fait je peux l'utiliser aussi finalement dans la vie de tous les jours. Et c'est devenu quelque chose de naturel avec le temps.
tu finis par parler. J'étais beaucoup plus aussi auprès de la gente féminine parce qu'il y avait aussi ce côté moins, tu vois, violence, tu vois, il n'y avait pas de réel, il y avait pas de harcèlement, tu vois, de ce côté-là. Ouais. J'étais tranquille, tu vois, donc je pouvais discuter. Et puis d'un coup, je comprends mieux d'un coup aussi ce côté-là. Je reviens après aussi sur la jante masculine, et puis là, d'un coup, tu discutes avec de bonnes personnes. Et là, tu crées vraiment une véritable identité. Mais tu as capté quelque chose auparavant que d'autres ne captent pas parce qu'ils n'ont pas vécu ces éléments-là, et c'est ce fait de comprendre l'individu. Ouais. Ça ne veut pas dire accepter, c'est comprendre. Et du coup, est-ce que tu te qualifies un peu comme un caméléon? Complètement, Ok. complètement. Et plein de gens me le disent. Même des fois, malheureusement, des fois, c'est comme ça que se finit aussi des histoires avec des gens, parce qu'ils disent je te comprends pas. Je te Ok. comprends pas. Enfin, des fois, tu es un peu comme ci, ou des fois, tu es comme Ah ouais. ça. Tu vois. On sait pas quitter. Ouais. On ne sait pas qui t'es, mais en fait, finalement, C'est il y a aussi une histoire de savoir se détacher parfois aussi de ce. C'est pas un masque sociétal, parce que finalement, à la base, ça devait en être un. Mais aujourd'hui, c'est pas un masque sociétal, c'est juste une façon de comprendre l'individu, comment il fonctionne, pour parler comme lui. Mais par contre, et c'est là où vraiment la force est importante, c'est de se dire, je peux aussi me retirer de cette empathie pour me souvenir que moi aussi j'ai une identité et j'ai quelque chose à dire en tant qu'individu. Et à la base, c'était pas le cas pour moi. Et c'est au moment où j'ai commencé à aller un peu plus loin, tu vois, dans les études, où j'ai passé la barrière du lycée, je suis passé pour faire des études dans le sport, en tant que coach à la base, que j'ai découvert mes premiers véritables amis, qui sont aujourd'hui toujours des meilleurs amis, et dont un qui m'a littéralement ouvert la voie au copywriting, qui a fait que je me suis dit, tiens, finalement, je peux aussi créer ma propre identité, parce que là, je suis avec des gens qui ont finalement les mêmes envies que moi j'avais quand j'étais enfant, mais que j'ai dû supprimer pendant un temps pour survivre. Finalement, c'est ça, c'est la survie. Finalement, tu disais, côté caméléon, camouflage finalement. Pour J'étais en survivre. camouflage, j'étais à la guerre, quoi, entre guillemets, guerre psychologique. Ouais. Et puis maintenant, c'est bon, j'enlève mon uniforme kaki et je remets mes vraies couleurs. Même chose ici finalement. Et c'est là, du coup, après, bah, du coup, tu peux explorer d'autres choses, plus curieux avec des vraies intentions. Et après, t'as eu l'opportunité de, t'as vu que tu avais l'opportunité de vivre, enfin d'utiliser ces compétences pour le domaine professionnel. Ouais, alors ça s'est fait quand même aussi graduellement, bien évidemment. Là, ce que je raconte aujourd'hui, c'est la compréhension de tout ce qui s'est passé des dizaines d'années auparavant. Mais finalement, quand je suis arrivé dans le domaine du sport, et que j'ai fait mes études, j'ai été d'abord curieux et j'étais toujours dans la compréhension, toujours dans la recherche de vérité. Ça, c'est très important. Le copywriter, il est aussi dans cette intention-là, la recherche de la vérité. Concrètement, en fait, ce que te disent les personnes, est-ce que c'est vrai? Comme un closer, finalement. Est-ce que la personne, ce qu'elle te dit au premier abord, c'est vrai? Souvent, non. Tu te rends compte que quand tu grattes sous la couche, il y a quelque chose de plus Hmm. profond qui l'anime. Personne n'a envie de générer juste 10 000 euros, 100 000 euros, là, on parle sur le financier. Personne, elle veut 10 000 euros pour quelque chose de précis. Elle cherche un véhicule, mais finalement, elle veut guérir une émotion derrière. Ouais, Et donc, ok. c'est à nous de gratter. Et moi, en fait, ce qui est étonnant, c'est que je décomposais beaucoup chaque chose dans le sport. Les mouvements, j'essayais de comprendre. Et un jour, donc là, je fais un gros saut en fait dans le temps, mais après avoir fini mes études dans le sport, j'ai commencé du coup à travailler en tant que préparateur physique. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant pour pousser les gens à être la meilleure version de soi-même d'une certaine manière, c'est-à-dire à vraiment être l'individu qu'ils doivent être dans leur meilleur potentiel. Et je me suis rendu compte que le côté psychologique, ça jouait beaucoup. C'était un truc qui m'intriguait un peu, tu vois. Et je m'en suis servi beaucoup pour, aussi moi me découvrir, me soigner aussi d'une certaine manière, tu vois, de la pression, du travail, etc. Mais ça m'a permis de me dire, tiens, le psychologique, c'est vachement intéressant, ça me drivait déjà, j'étais curieux. Et là, je me suis rendu compte, mais c'est ça le driver numéro un. En fait, oui, le physique, c'est intéressant, mais en fait, si t'as pas le mental, ça sert à rien, en fait. Et comment t'as trouvé concrètement ce drive? C'est-à-dire, Bah, en gros, là, tu dis, ah, c'est ça le drive. Comment tu sais que c'est ton drive? tu le ressens. Tu le ressens. En fait, là j'ai pas trop d'explications rationnelles. Ok. C'est vraiment de l'émotion, ça tu le sens, je le sentais moi vraiment dans mes intestins, quoi. Je le sentais à mon cœur, je le sentais dans ma gorge. Tu vois. Bizarrement aussi, c'est physiologiquement, si je reste terre à terre, c'est aussi là où passe une partie de ton centre nerveux. Ouais. Donc tu le ressens, ces choses-là. Et je sais pas, en fait, c'est des choses qui t'aiguillent petit à petit. Il y a une sorte de petit signal. Puis tu avances vers ce signal. Et c'est comme ça qu'en fait, au fur et à mesure de préparateur physique, je suis passé préparateur mental en même temps, conseiller en nutrition. Et puis à un moment donné, je sentais que je m'ennuyais. Que finalement, je ne créais pas assez de déclic. Et surtout,
j'utilisais pas quelque chose que j'avais depuis que je suis enfant, c'est la créativité. Les histoires que je créais auparavant. J'écrivais beaucoup à côté, tu vois, du sport. Ouais. Et je le mettais pas à bon escient, ou je le mettais dans des petits blogs, et je testais un peu mon truc. Puis j'entendais parler d'entrepreneuriat, j'étais déjà coach, donc j'étais entrepreneur. Mais je savais pas du tout comment marketer, la vente, n'en parlons pas, le copywriting. Mais tu parlais de créativité, mais je trouve que notre créativité, on la perd parce on va à l'école, tu vois, et l'école, c'est un truc où Je, on je, te- je ne pense pas que ça soit ça. Je pense plutôt que on la perd en pensant que c'est pas utile dans notre quotidien, que c'est pas utile dans une profession particulière. Alors oui, je on pense que t'encourage pas à l'école tu vois, de dans cheater, l'école quoi. traditionnelle, on t'encourage pas à ça, Ouais. certainement. Et je vais quand même mettre une nuance là-dedans, c'est que tu as quand même, enfin, je sais pas après toi si tu as eu aussi ces matières-là, mais à l'époque, nous, on avait art plastique, on avait musique aussi. Ouais, je détestais ça. Art Voilà. plastique, là. Moi, j'adorais ça. Ok. Et j'adorais ça, mais je ne l'utilisais pas à bon escient. En fait, c'est assez drôle, mais si je prends du recul, euh, ma professeure d'art plastique au collège m'a fait découvrir juste ce qu'était finalement cet enseignement. J'ai toujours attiré, j'avais toujours une sensibilité. Dès qu'il s'agissait de parler d'art, d'écriture, j'étais là, tu vois. J'adorais, je pouvais faire des beaux liserés autour du cahier, etc. Tu vois, j'avais cette sensibilité-là. Mais on te drivait à l'époque sur quelque chose de plus terre à terre. Tiens, parent S, Ouais. fais un métier scientifique, va dans les maths, etc. Tu vois. C'était le driver, et on ne peut pas blâmer nos parents ou les générations précédentes parce que c'était comme ça qu'ils voyaient le monde. Tu vois. Ouais. Et en fait, je n'en tiens même pas compte parce que ça, c'est vraiment pas de la faute de cette génération. C'est la façon dont ils voyaient les choses. Par contre, c'était à moi aussi de me dire à un moment donné, stop, mais quand tu es adolescent, tu n'as pas la Bah, tu, force. tu sais pas, t'as pas assez conscience de ça. Et tu n'as pas assez de connaissances. T'as pas de recul. Tu n'as pas de connaissances. On te dit, ouais, non, mais métier artistique, ça mène pas à grand-chose, tu vois. Ou métier littéraire, ouais, non. Donc, c'est pas vrai du tout, tu vois, finalement. En fait, moi, je pense que finalement, c'est plutôt la façon dont tu t'en sers, tu vois. C'est-à-dire que littéralement, si à un moment donné, tu es drivé par l'artistique, en fait, tu peux l'utiliser comme levier dans ta vie et tu n'es pas obligé de faire un métier artistique. Tu peux être quelqu'un de super créatif et l'utiliser, bah, comme moi finalement, sur un métier qui est quand même cartésien, parce qu'à la fin, on te demande des chiffres, on te demande des résultats. Donc c'est bien gentil de faire l'artiste 10 secondes, mais à un moment donné, il faut aussi se Ouais, relier à la réalité. Et ça que j'aime bien, c'est du coup, tu switches entre deux mondes, le réel, le dur, et en même temps l'échappatoire, l'exutoire, c'est ça qui me plaît. Et c'est quoi concrètement, qu'est-ce que tu fais concrètement dans ta vie quand tu es copywriter? Tes journées, c'est quoi? Mes journées, elles sont plutôt assez simples. Si on prend vraiment dans l'exemple du copywriting, disons, on va prendre un exemple concret. Une cliente ou un client me demande d'écrire pour un produit. Ok, on va faire très simple. C'est la première fois du coup qu'elle fait appel à mes services. Première chose déjà, c'est que je vais m'informer. C'est la première phase, c'est l'observation, c'est l'analyse. Ok, très bien. Quel est ton univers déjà? Est-ce que tu as déjà une image de marque, un ton spécifique, une voix spécifique, qui du coup est représentative de qui tu es, de ce que ton entreprise est? Ensuite, après, c'est qui sont les personnes qui te suivent? Qu'est-ce qu'elles aiment et c'est quoi leur quotidien? On va rentrer dans les détails là, leurs besoins. Ok, ok, très bien, tu fais toute la liste. Quel est ton produit? Quel est ton service? Et du coup, quand j'ai cette analyse-là de tout, quand j'ai cette observation, là, je peux en déduire quelque chose. J'en fais une perspective. Ok, bah, je vais écrire de cette manière-là. Je vais utiliser des exemples aussi également. Je vais commencer à aussi chercher un peu sur ses réseaux, sur son site internet, sur sa liste email, qu'importe, tous les leviers qu'elle utilise déjà. Et en fait, je vais tout simplement être elle ou lui. Tout simplement, je deviens lui, je porte son masque et je m'adresse comme cette personne devrait s'adresser à son audience. Du coup, concrètement, quand tu étais petit, tu étais rejeté, tu comprenais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Après, tu t'es dit, je vais essayer de mimer les gens, peut-être qu'ils m'accepteront plus comme ça. Tout à fait. Du coup, tu as pris en compétence là-dedans. Un peu, oui, d'une certaine manière, c'est ça, ouais. Et après, tu as vu que tu pouvais utiliser ces compétences pour faire des choses qui t'animaient, quoi. Ouais. Comme... En fait, il y a eu aussi ce côté, comme je te disais, il manquait de créativité dans mon métier de coach. J'adorais aider les gens, j'adorais créer des déclics. C'était Ouais, vraiment ce qui m'intéressait le plus, c'est créer la transformation, créer le passage à l'action. Parce que finalement, quand ils sont dans l'action, c'est très rébarbatif, c'est toujours la même chose. C'est un peu ennuyeux pour moi. Je dis, ah oui, bravo, allez, super, trop bien, tu vois les gens se transformer, mais c'est pas ce qui m'excitait, tu vois, d'une certaine manière. Moi, ce qui m'excitait, c'est vraiment ce truc de la personne d'un coup, pouf, il y a un déclic. J'ai plein d'anecdotes comme ça quand j'étais dans la préparation mentale. D'un coup, tu vois la personne se transformer d'une semaine à une autre. Et là, tu dis, j'adore ce métier. Mais finalement, c'était vraiment le truc de rentrer dans la tête des gens qui m'intéressait. De dire, j'ai compris ton problème, j'ai compris comment appuyer sur les bons leviers pour te faire passer à l'action. Et c'est le changement qui m'intéressait. C'est le fait d'un coup, les personnes
shift totalement en termes d'état d'esprit. Et c'est là aussi où il y a eu une période de Covid. Moi, à ce moment-là, c'est fait qu'on n'est pas rentré sur le côté cartésien, mais il y a aussi le côté euh, monétaire qui était un gros problème pour moi. Je gagnais très très mal ma vie en tant que coach et j'avais aucune compétence marketing, etc. Voilà, j'ai testé, mais j'étais très mauvais. Et finalement, en fait, bah, ça a été plutôt un bon événement parce que du coup, j'ai perdu mon job à cause de ça. euh, Parce qu'ils n'avaient Ok. pas assez d'argent déjà pour me rémunérer, alors que j'étais déjà pas très bien rémunéré. Donc c'est pas grave. Je me suis dit, en fait, je pense que c'était vraiment salutaire. Je me suis dit, ok, super, bah, il faut que je trouve autre chose. Donc j'ai cherché, j'ai commencé à tester plein de trucs dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça n'a pas marché. Et puis finalement, mon meilleur ami que j'avais rencontré à l'époque où j'étais en études de sport m'a dit, écoute, moi je m'intéresse au copywriting, je savais déjà depuis déjà quelques mois, peut-être même années, et il me dit, je vais faire une formation où on t'apprend le copywriting, mais surtout on te donne des missions. Moi, en manque de thunes, moi qui étais intéressé finalement par la psychologie, d'un coup je me dis, tiens, dis donc, ça m'intéresse. C'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, ok, super, bah vas-y. Mais moi, dans ma tête, c'était, ok, où est-ce que je signe? Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je l'ai rappelé sur les jours qui suivaient. Et je lui ai dit, bah, écoute, concrètement, je crois que je vais la faire avec toi. Il me restait plus grand-chose sur mon compte en banque, mais vas-y, let's go. All in, quoi, comme on dit. Et du coup, je l'ai fait. Et c'est à ce moment-là où, là, par contre, j'ai compris que c'était quelque chose qui me drivait depuis que j'étais gamin. Je me rappelle très bien, j'étais dans ma dernière séance de coaching. Je prenais un bus, tu vois, tellement rate de thune que j'ai même pas de moyen de locomotion. Je prends le bus. Juste avant d'arriver chez la personne que je coachais, et je reçois un mail de l'agence qui formait, parce que du coup, j'avais postulé. Et il fallait faire un écrit créatif. Moi, je me suis lâché, tu vois, j'ai fait un écrit vraiment créatif. Et la patronne m'appelle, enfin me laisse un email, me dit, écoute, ce que j'ai vu, c'est incroyable. Je te veux absolument, quoi, dans la formation. Et là, j'ai versé une larme. Et en fait, c'est arrivé du ventre, vraiment. C'est remonté, je ne peux plus retenir mes émotions. Et je me dis, punaise, c'est ça. C'est ce que je veux depuis le début. C'est beau ça. Et c'est comme si d'un coup, là, il y avait vraiment tout ce que je savais depuis le début qui d'un coup me revient en plein visage. Genre, c'est une évidence, quoi. C'est ça, c'est en fait à un moment donné, et je sais pas, c'est arrivé, j'ai dit c'est ça que je veux faire toute ma vie. Alors que j'avais même pas encore écrit pour des clients, c'est C'est ça que je veux fou. faire toute ma vie. C'est fou ça. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous regardent? Est-ce que tu penses que enfin, des choses à faire pour trouver justement leur zone de génie? Parce que toi, du coup, là, c'est là que tu as trouvé ta zone de Hmm. génie. Ouais, Et est-ce que tu penses que tu saurais renseigner les gens comment ils peuvent trouver à leur tour aussi Toi, ouais. c'était un peu par hasard, quoi. C'est un peu par hasard, mais quand j'étais en préparation mentale, ça m'a permis aussi de m'aiguiller davantage, même si j'avais pas encore trouvé, et j'étais rempli de biais aussi, parce que j'avais des peurs, etc. Moi, ce que je pourrais dire aux gens qui vont vraiment écouter ou regarder ce podcast, c'est finalement déjà trouver les éléments qui vous rendent curieux, de base, sans avis des autres, de la part des autres, sans peur du jugement. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Si aujourd'hui vous aimez la persuasion, la séduction, tout ce qui est lié à la psychologie humaine, c'est ok. Voilà. Si vous aimez, je ne sais pas, observer la nature, regarder les animaux, ok, notez-les. Notez tous les éléments qui vous rendent curieux. Faites une petite liste déjà de 10, 15 éléments qui vous rendent curieux. Ensuite, après, dites-vous, ok, je vais croiser ces éléments pour savoir s'il n'y a pas des éléments qui reviennent, des éléments, comment dire, des dénominateurs communs. Donc, par exemple, je sais pas, je suis intéressé par l'observation de la nature. J'aime les animaux. Si je crois ces deux éléments, bah tiens, l'observation des animaux, tiens, peut-être la photographie animalière. Tiens, c'est un sujet que j'ai pas abordé. Ah tiens, ok, je note la photographie animalière. Et je croise tous ces éléments et en fait, peut-être que je me rends compte que avec tous ces éléments croisés, il y a des éléments qui reviennent en boucle. Il y a un élément commun, il y a un dénominateur à nouveau commun. En fait, on crée des dénominateurs communs des dénominateurs communs. Tu vois, et quand tu vas en profondeur, ta curiosité devient une passion et ta passion peut devenir après une sorte de leitmotiv ou de but dans ta vie. Et moi, c'est comme ça finalement. Je cherchais la compréhension humaine, je m'intéressais à la psychologie, je m'intéressais au fait de créer des déclics, j'adorais l'écriture. Tout se croise, puis Tout d'un c'est coup, il y a un truc, une relié. évidence qui vient, qui est le copywriting. Ok, ça c'est intéressant. Donc pour n'importe quel type de personne, j'ai croisé tous les sujets dont vous êtes curieux, vérifier les dénominateurs communs, creuser davantage, parce que si vous creusez davantage, ça veut dire que vous êtes plus que curieux, vous devenez passionné. Donc si vous devenez passionné, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut vraiment être durable dans le temps. Et après, ça c'est plus pour ceux qui veulent vraiment être toujours motivés dans le temps, c'est trouver un propos, trouver un but à ça. C'est-à-dire concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous révolte? Par exemple, moi, c'est le fait que les gens n'atteignent pas leurs objectifs dans leur vie.
le fait que les gens soient malheureux, ou tout simplement le fait que, je projette aussi par rapport à ce que j'ai vécu, qu'il y ait des enfants qui finalement ne trouvent pas le déclic, ou des adultes qui sont toujours enfants, tu vois, et qui ne trouvent pas leur but dans leur C'est vie. clair. Et, Ça, c'est et en bien. fait, finalement, je dis, bah tiens, en fait, le copywriting est un outil. Donc en fait, ma curiosité et ma passion sont devenus du coup un outil pour quelque chose de plus grand. Donc on pourrait aller loin, hein. Les gens peuvent faire cet exercice. Et vraiment, je les encourage, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé là-dedans. C'est un travail qu'on peut refaire sur le temps, mais je sais que c'est quelque chose qui m'a littéralement aidé. Et des fois aussi, des clients qui, à un moment donné, je sens les sens réticents. Je l'avais fait pour un client, c'était assez rigolo. Et on refait tout ça, parce que je sens qu'il y a un truc qui le freine. Et l'anecdote, c'est qu'en fait, finalement, en fait, il n'aimait pas ce qu'il faisait. J'ai dit, mais en fait, on s'arrête là, en fait. Ça sert à rien, qu'on va pas continuer quelque chose que tu n'aimes pas. Et finalement, du coup, il y a une remise en question qui se fait de son côté. Parce qu'en fait, finalement, depuis le début, il faisait quelque chose qui finalement ne le passionnait pas tant que ça. Il le faisait juste par rapport à ce qu'on lui disait de faire. Hmm. Et c'est là où d'un coup, tu te dis, waouh, si tu as compris ça par des gens, tu peux changer vraiment une vie. Tu n'es pas obligé de leur donner une ligne toute droite, en fait. Moi, si tu as envie de bifurquer, bifurque. Pas obligé de prendre l'autoroute, prends une route si tu as envie. Donc détecter ce qui nous anime pas, quoi, déjà. Il y a ça, on le sent vite, hein. On sait très bien, tout le monde sait qu'on se ment parfois. Le fait est que maintenant, jusqu'à quel point on est prêt à supporter ce mensonge. Parce qu'il y en a qui peuvent serrer les dents très longtemps, qui sont très dociles pour ça. Mais finalement, est-ce que ça va les rendre heureux? C'est là où le closer est intéressant. C'est là aussi le copywriter est intéressant, parce qu'il peut appuyer sur ça en disant, est-ce que tu veux vraiment continuer à serrer les dents toute ta vie? Est-ce que vraiment tu es OK avec le fait de vivre une vie qui finalement ne t'anime pas, qui n'anime pas ta famille, qui n'anime pas tes proches, qui ne t'anime pas toi, pour ton futur également? C'est à ce moment-là où bah, tu peux changer la vie des gens. Et quand les gens sont reconnaissants et que tu perçois cette reconnaissance, c'est le meilleur cadeau du monde. Et finalement, oui, l'argent, bien évidemment, on est dans une société capitaliste, c'est logique. Mais s'il n'y avait pas cette motivation derrière, je ne pense pas que je ferais ce métier. Je ne pense pas du tout même. Ok. J'aurais choisi quelque chose de plus simple. Ouais. Faut la motivation, sinon tu tiens pas sur le long terme. Ouais, c'est ça, la curiosité. Et puis à la fin, ta motivation, c'est ce que je disais hier, du coup, durant un événement auquel on a participé. Il y a ce côté aussi autotélique. Autotélique, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui se nourrit par soi-même. Parce qu'à la fin, tu penses même plus à la motivation, tu penses même plus à ce que tu fais, parce qu'en fait, c'est quelque chose de normal. Mais tu l'aimes. C'est pas juste une habitude comme se brosser les dents. C'est tu aimes le processus et tu vis du processus. Tu n'as même plus besoin de penser à aider quelqu'un. En fait, tu le fais parce que tu kiffes. Hmm. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me réveille pas le matin en disant ouais, je vais aider des personnes. C'est normal, c'est mon job. Maintenant, mon process me fait kiffer. C'est là où je trouve la satisfaction. Et du coup, le matin, tu te lèves, t'es déterminé, tu te lèves J'y facilement. pense même pas. Tu penses En pas. fait, je me lève en me disant c'est mon job. Ok. Je me lève, première chose que je fais, c'est que ok, j'ouvre un peu les yeux, tu vois, mais tout de suite, je vais bosser. Et je vais bosser soit sur moi, dans mon business, soit je vais bosser du coup pour un client. Et c'est ok, tu vois. Et pourquoi t'as choisi l'entrepreneuriat alors que t'aurais pu être salarié? Bah, c'est pas très compliqué, je déteste être dirigé. Ok. Je pense qu'on a tous cette part en nous en tant qu'entrepreneur, on n'aime pas Ouais. être dirigé. J'avais fait des petits jobs auparavant, ou même dans le métier de coach, tu vois, j'étais dans une infrastructure, j'aimais pas devoir rendre des comptes. Et d'autant plus, il y a un truc très fort dans les métiers créatifs, c'est que je déteste qu'on m'empêche d'être libre. Ça vient aussi de l'enfance, hein, forcément. Parce que finalement, tu t'insères dans un groupe et tu es plus libre, parce que tu as décidé de faire le choix d'être comme eux, alors que c'est pas du tout ce qui te correspond. Donc en fait, moi, je le faisais pour la liberté, le fait d'être libre dans ce que je voulais dire et exprimer. Et le copywriting, c'est ça qui est super, peut-être à la différence du closing, où des fois, il faut apporter des nuances en fonction de l'individu. Là, tu peux te lâcher. Et encore plus quand tu as un univers. Tu peux être qui tu veux. Tu as ce côté caméléon, comme tu disais. Tu peux Hmm. d'un coup devenir, entre guillemets, c'est assez marrant de dire ça, un côté un peu travesti, mais c'est ce côté genre, bah, du coup, tu peux être une femme si tu travailles pour une cliente. Et d'un coup, avoir la pensée de la femme, tu vois. Non, mais c'est assez drôle parce que Ouais. finalement, tu te dis, je peux tester tout. Je peux tester tout, il n'y a pas de risque, vraiment, en soi. Et t'arriverais à vraiment à te mettre ton empathie, elle arrive à se mettre dans la peau d'une femme? Ouais, ouais. Parce qu'il y a aussi ce côté, je l'ai travaillé aussi socialement. C'est-à-dire, c'est pas juste une projection hypothétique. La plupart du temps, oui, ça peut l'être. Ouais. Mais tu as fait de la recherche. Et puis, même par le côté social, tu parles avec des hommes, tu parles avec des femmes, enfin, tu parles pas juste à un être humain. Tu parles avec des gens avec des tas de différences. Et en fonction de ces différences-là, tu captes des éléments. J'ai un peu ce côté, c'est assez drôle, des fois c'est un peu ChatGPT, genre j'ingurgite de l'information. Je ne vais pas forcément le retransmettre tout de suite, je ne voulais pas m'en souvenir, mais d'un coup je vais me dire, tiens, mais ça J'ai en vu fait, ça, ouais. je me souviens de ça, tiens. Tiens, je me souviens de telle avis, de telle personne.
Ah, mais c'est intéressant ça. Non, juste, en fait, je sais pas, ça revient comme ça sort de l'esprit. Ok, ouais. Ça se plante en arrière-plan et puis après C'est ça exactement sort. ça. Il y a un arrière-plan qui travaille constamment. Je pense que même je suis trop dans ma tête parfois comme ça. Mais à la toute fin, on me dit tiens, travaille là-dessus. Et je peux même dévier. Un exemple concret, j'ai déjà eu ça avec une personne qui vendait des sous-vêtements. Tu vois. Et ce qui est assez rigolo, c'est que elle avait un univers qui était vraiment tourné sur le vintage. Et comme c'était pour des hommes, bah, j'ai utilisé beaucoup d'images de l'époque, de ces personnes charismatiques. Et j'utilisais le, le sous-vêtement finalement comme un levier pour être cette personne. En fait, on projette les gens sur l'idéal qu'on veut être. L'idéal, on transpose toujours sur quelqu'un, sur quelque chose. Et c'est là où justement, toi, tu as ce devoir. C'est de dire, tu peux être plus que ça. Et beaucoup de gens vont me dire, ah, mais c'est pas cool, tu mens. Non, parce que tu peux l'être. C'est toi qui décides maintenant si tu as envie de l'être ou pas. Mais à la fin, c'est toi qui décides. Moi, je t'ouvre juste les barres, je t'ouvre des portes. Tu l'apprends pas, c'est OK. Mais si tu l'apprends, tu auras certainement la vie que tu mérites. Ou la vie que tu veux. Mériter, j'aime pas forcément le terme, mais que tu désires. Ok. Il y a maintenant, tu vois, on a accès à des outils comme l'IA, tu parlais de Mhm, ChatGPT tout à l'heure. mhm. Est-ce que tu te sens en danger par rapport à ça ou pas? À la base, oui. À la base, quand l'ère de l'IA est arrivée pleinement dans la conscience des gens, et notamment dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, mince, C'est la qu'est-ce que fin. je fais? C'est la fin, c'est Là, c'est fini. ça, qu'est-ce que je fais? Parce que finalement, c'était toute ma vie, entre guillemets. Je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et en fait, j'ai compris avec le temps déjà que, un, l'IA est toujours pas aussi performante que beaucoup de copywriters. Donc déjà, un, j'ai plus relâché la pression. Mais il y a ce côté à la fin d'accepter aussi que l'IA peut être un très bon outil. Moi, je me sers de l'IA, par exemple, pour recueillir des informations et synthétiser le tout le plus rapidement possible. Ah, surtout quand tu commences à avoir de plus en plus de clients, à un moment donné, il faut être aussi rapide, efficace. Comme c'est une de mes forces, moi j'ai envie aussi d'utiliser l'IA pour être encore plus un levier de productivité. Donc Ok. je vais plutôt me servir comme récupération de données ou aller chercher des informations sur Internet qui m'auraient pris certainement 2-3 heures si j'étais allé sur Google. Tu vois. Alors que là, clairement, je peux le faire en quelques secondes. Après, je vais peut-être aussi demander des synthèses, je vais peut-être demander aussi des textes, tu vois. Mais souvent, c'est jamais parfait, donc après, je le transpose avec moi, mon ressenti. Donc j'utilise les deux. Il y a ce côté empathie vraiment forte et le côté plus rationnel de l'IA, je dirais. Même si il y a sur certains points, elle est vraiment très douée. J'ai aucun problème. Est-ce que je doute maintenant sur l'avenir dans quelques années? Je ne sais pas. Sincèrement, j'ai pas une boule de cristal sur moi et c'est ok si je dois changer de métier. Pourquoi pas peut-être un jour closer, j'en sais rien, tu vois, parce que finalement là, on aura peut-être toujours un peu besoin de l'humain ou pas. Mais c'est ok. Finalement, je trouverai toujours quelque chose. Tu as accepté. Ouais, c'est l'adaptabilité de base que j'ai, quoi, finalement. Ouais, Donc, le finalement. caméléon, il va peut-être devenir caméléon dans un autre domaine, et c'est OK. Tant que ça me plaît, que ça me drive, et que j'y retrouve toujours le même intérêt que j'ai eu pour le copywriting, c'est OK. Mais aujourd'hui, je ne ferai que du copywriting, c'est clair et net. Toi, actuellement, là, avec ton activité qui est du coup ta passion en même temps, Ouais, ou du exactement. coup, c'est une chance, enfin, tu l'as aussi découvert, enfin, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Ouais. Euh, Est-ce que tu arrives à bien vivre de ça ou pas? J'en vise de manière stable, ça c'est vraiment une chose chouette, Ok. parce qu'il y a forcément, on va pas se mentir, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, tu as des hauts, tu as des bas, mais si tu es motivé et que c'est vraiment quelque chose qui te plaît, tu vas chercher le meilleur moyen de pouvoir avancer. Donc là, c'est sur le côté un peu plus état d'esprit. Maintenant, sur le côté tout à fait chiffré, j'ai eu des débuts où bah, j'étais à 500, 600, tu vois, sur le mois, où c'était vraiment catastrophique, tu vois. Et tu démarres, de toute façon, malheureusement, surtout quand tu démarres de zéro, avec rien, zéro compétence, entre guillemets, technique, zéro relationnel, tu vois. Tu te dis, bon, comment je fais? J'ai eu la chance quand même de bosser en agence et le truc super cool en agence, c'est que je me suis démené parce que comme c'était ce que je voulais faire, j'ai donné tous les moyens possibles. Je bossais jusqu'à des heures pas possibles pour vraiment satisfaire les clients. Je suis passé rapidement de 500 jusqu'à 1002, 2000, 2005. Là, je commençais à être bien, tu vois. Je commençais à être bien pour un freelance, c'est super, quoi. Et encore plus dans l'écriture. Maintenant, après, au fur et à mesure, il y a eu aussi le fait de sortir du modèle agence, de bosser pour son propre compte, redémarrer un peu de zéro, mais avec un peu plus de compétences. Et finalement, créer ce réseau, recommencer un peu, 500, 600, 1002, 2000, ok, super. Parfois, après, tu changes de niche, donc tu redémarres, tu vois. Mm. Mais tu as acquis des compétences supplémentaires qu'on ne dit pas aussi parce qu'il n'y a pas que ton activité, il y a tout ce qui tourne autour de ton activité. L'image de marque, le marketing, la vente, super important. Tout ça, en fait, tous ces leviers autour, il faut les activer aussi. Parce que les gens qui se disent oh, c'est bon, de toute façon, je suis un excellent copywriter, ils se mentent à eux-mêmes.
Parce que tu peux être un excellent copywriter et être connu de personne et jamais vendre tes services. Donc, il faut activer ça. Et donc, au fur et à mesure de tout ça, de ces événements qui ont toujours été des hauts et des bas, qui finissent au fur et à mesure, si on dézoome, par grandir. Là, aujourd'hui, je suis à peu près sur 3 500, 4 000, tu vois, en profit, je parle bien, on ne va pas parler chiffre d'affaires. Donc, vraiment ce qui Ouais, rentre dans ta ma poche, ouais. poche. Voilà. Et ça c'est que sur mon activité, comment dire, en tant que copywriter seul. Pourquoi je dis ça? C'est parce que du coup, bah, tu as eu Kevin, qui est du coup aussi, je suis son bras droit aussi dans son entreprise. Et donc à côté de ça, bah, bien sûr, si je parlais de chiffre d'affaires, les gens se diraient, waouh, c'est incroyable, mais nous on fait beaucoup de chiffre d'affaires. Oui, mais il faut savoir que nous aussi, on va utiliser ce chiffre d'affaires avec bon escient, en réinjectant la trésorerie. On est des stratèges aussi. C'est pas juste s'en mettre plein les poches. C'est pas, enfin, notre but, oui, bien sûr, c'est d'en vivre aisément au fur et à mesure du temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent qu'on va garder en trésorerie, en chiffre d'affaires, là, clairement, on va vouloir le réutiliser pour nous, pour des leviers autour. On va payer un prestataire pour diverses prestations. Ouais, Donc là, réinvestir, ouais. donc là, vraiment, en profit, c'est ça. Ça serait sur les 3500, 4000 nets. OK. Donc, c'est assez confortable. Bah, c'est assez confortable, ça pourrait être mieux, et largement, je sais que je peux faire mieux parce qu'il y a des compétences que je dois consolider, comme la vente, sur lequel je commence à être vraiment meilleur. C'est ce qui m'a permis aussi de faire un gros changement là-dessus. Et puis, il y a la délivrabilité client. Parce que finalement, être copywriter ou être qu'importe quel type de prestataire de service, c'est toujours trouver l'amélioration, l'optimisation. Donc, c'est continuer à faire le meilleur, à rendre le meilleur. Il y a ça, et puis il y a la confiance en soi et ses services. Parce que si tu te sous-évalues, tu peux être un excellent copywriter, un excellent ce que tu veux, bah finalement, tu seras toujours avec un niveau financier toujours un peu instable. Mmh. Et ça, avec le temps, j'ai compris que bah, j'avais une compétence, qu'elle se monétise et qu'elle peut bien se monétiser. Si on a confiance et qu'on a les résultats. Et comment tu dirais, parce c'est souvent un problème, ça, les gens qui price très bas leurs offres, qui sont pas encore confiance. Comment tu leur Bah, conseillerais je t'avais partagé l'anecdote la dernière fois et je trouve ça super, c'est qu'en fait, parfois, il faut y aller au culot, littéralement. C'est-à-dire, pour donner une anecdote, quand Mmh. j'étais en coaching, donc j'étais payé à l'époque, dans cette infrastructure dans laquelle je travaillais, j'étais payé 13 € brut de l'heure, si je dis pas de bêtises, ça faisait à peu près 11 € je crois, net. Ouais. À peu près 10, 11 €. Vraiment une misère, d'autant plus que j'avais pas des horaires pleins. Des horaires en dents de scie et finalement, j'avais quoi? Une dizaine, quinzaine d'heures par semaine. Donc finalement, à la fin du mois, c'est horrible, quoi. Donc tu serres la ceinture, puis je pourrais aller plus loin, bref. Mais un jour, je me retrouve avec un coaché qui avait aussi sa propre infrastructure, qui cherchait justement à aussi recevoir mes services. Et puis il me dit, c'est combien tes tarifs? Et là, je sais pas, au culot, je me suis dit, vas-y, mais full culot, dit c'est 75 € de l'heure. Parce qu'à la base, c'est pas juste j'ai pris un prix au hasard, c'est que je savais que le tarif d'un coach, un bon C'était coach, ça. c'était à peu près aux alentours 50 à 100 € même max. Tu vois. OK. Je dis 75, c'est le bon spot, tu vois. Ouais. Et il m'a dit, ok, mais en 2 secondes. Et là d'un coup, ça a Réfléchis. fait un chiffre dans la tête, je me suis dit, ah ouais, en fait, je me sous-évalue. Et les gens se sont bien servis parce qu'ils ne me l'auraient jamais dit. Bah, c'est évident, pour une entreprise, c'est bien finalement. Et là, j'ai compris que effectivement, j'étais mal payé, que j'étais pas à ma place et qu'on se foutait un peu de moi. Parce que finalement, je ne m'estimais pas à ma juste valeur et puis j'avais pas cette compréhension de marketing. Et ça, ce que je raconte en histoire, finalement, je l'ai transposé sur le copywriting et parfois, bah, tu redémarres de zéro, tu cherches à te justifier, tu cherches à te valoriser dans ton métier et bah, tu commences bas. Et c'est normal de commencer bas au niveau de l'échelle. Je veux dire, les gens qui pensent que tout de suite ils doivent pricer cher, c'est faux. Si tu n'as pas de preuve sociale, ça sert à rien. C'est ok de commencer gratuitement, mais à un moment donné, faut pas être vraiment Mère Teresa, tu vois, pour le restant de sa vie. Hein. Bah, sinon, on mange pas, quoi. Bah, c'est ça, en fait, à la fin, c'est du business. Il faut comprendre ça aussi, c'est que même, je parle plus pour les créatifs, parce que les gens qui sont plus dans la vente, eux, ils s'en fichent. Eux, ils ont compris, c'est de la vente, c'est ok, donc ils vont pricer. Ceux qui sont le côté créatif, il y a le côté, tu vois, l'artiste. L'artiste, souvent, il va chercher plus le côté prestige plus que le profit. Sauf que c'est une erreur, selon moi. Tu as le droit d'être un très bon artiste avec aussi le profit derrière. Et c'est là où, en tant que copywriter, photographe, je donne beaucoup ces métiers créatifs, designer, etc., où c'est ok, en fait, de monter ses prix, mais graduellement, au fur et à mesure de la satisfaction client. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Puis il y a des fois, je retombe dans le piège. Des fois, d'un coup, ouais, moi, c'est autant, tu vois, parce qu'ils sont dans l'urgence, etc., et que tu le fais. Puis tu te rends compte finalement que ces gens-là, souvent, et aussi ça c'est important pour les gens qui vont écouter ou qui vont regarder ce podcast, c'est il y a parfois aussi des gens qui vont l'utiliser. Ah bah, pas très cher, parfait. Sauf que souvent, c'est les pires personnes. C'est des personnes qui vont finir par te demander ça, puis ils te prennent tout, en fait. Donc à toi aussi de mettre des, des barrières, à toi de mettre des limites. Mais souvent, si tu t'es sous-évalué, c'est souvent que tu n'as pas confiance en toi ou que tu ne t'estimes pas à Mmh. ta juste valeur. Donc, Il y a un travail derrière, au fond. ouais, ouais, ouais. Mais moi, je l'ai refait ce travail-là, tu vois, quand je suis passé en copywriting. Je suis pas sorti, c'est bon, je suis meilleur. Clairement pas.
Kevin, que du coup tu as pu interviewer, il sait très bien, on se connaît depuis 6 ans, il y a vraiment une évolution. Et donc, tout ça, ça te demande d'abord des résultats et aussi le fait d'être OK avec le fait de présenter un prix, de ne pas avoir peur d'annoncer un prix. Si ta page de vente c'est 1 000 €, c'est 1 000 €. C'est pas 500, c'est pas 750, c'est 1 000 €. Et c'est normal. Si tu mets l'intention et que t'es pas fainéant et que tu es prêt à vraiment aider la personne, c'est normal. Bien sûr, après, il faut bien vendre, évident. Mais si tu es convaincu, c'est OK. Moi, quand je suis convaincu d'aider, des fois même, je fais des appels de vente, mais d'une catastrophe. Je ne suis même plus mon processus. Et pourtant, sur le dernier, bah, je close. Pourquoi? Parce que je suis animé, parce que je sais que je veux aider, parce que le sujet m'intéresse. Je ne vais pas le faire si ça ne m'intéresse pas. Tu vois. Et donc, pour revenir sur ce sujet-là, pricer, c'est un processus aussi. C'est pas juste sortir un prix. C'est comprendre si réellement déjà c'est OK par rapport au marché. Et surtout, est-ce que par rapport aux résultats qu'on a fournis jusqu'alors, c'est légitime? Hmm. Mais il ne faut pas aussi se dire ah ouais, mais j'ai eu 10 résultats clients, c'est pas suffisant. Non, c'est bon, tu as eu 10 résultats clients, tu peux te permettre de monter les prix. Et parfois, des fois, en fait, il y a des gens, pour eux-mêmes, moi, je l'ai eu récemment sur des publicités, ah, c'est pas cher, ah, c'est pas cher. Mais coup, tu dis, bon, ok, d'accord, on va Ouais, il augmenter. faut monter. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait un x2 une fois. Ah ouais. Bah, en fait, je me suis dit, bah, ok, c'est pas cher, ok, x2. Et puis les gens me disent, ok. Donc je me dis, ok, c'est toujours pas cher. Mince. Fois deux encore. Ouais, Ok. tu fais jusqu'à, en fait, en marketing, tu as la technique de l'élastique. Et ce qu'on dit, c'est, tu tends ton prix, en fait, tu l'augmentes, tu l'augmentes, tu l'augmentes jusqu'à ce qu'il casse. Et au point de rupture, tu sais que c'est là où il faut pas que tu ailles plus loin. Donc tu Ouais. diminues un petit peu. Donc si à 3000, ta prestation, elle pète, bah, fais-la à 2007, j'en sais rien, tu vois, 2005. Et si c'est bon, bah, c'est bon, tu as trouvé le bon prix. Et peut-être avec ta notoriété qui va grandir, d'un coup là, tu vas pouvoir augmenter ton prix. Mais c'est un process. Un truc sur lequel aussi je vais alerter peut-être les gens, parce qu'on est vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est les gens qui veulent tout de suite rapidement. Ça, c'est des gens, qui pour moi ne sont pas motivés réellement par le processus. Il n'y a pas une motivation intrinsèque et une motivation extrinsèque qui est l'argent. Alors que si tu es passionné, tu es OK d'apprendre par la souffrance, entre guillemets. Tu es OK de te battre, mais à la fin, tu as vraiment le fruit de ton travail, le vrai fruit, pas le fruit pourri, pas le fruit qui est trop amer, le Hmm. fruit mais parfait, quoi, bien sucré comme il faut. Et c'est OK d'avoir des fois aussi ces moments difficiles. Ça fait partie du jeu de C'est l'entrepreneuriat. parti, ouais. Les gens qui pensent que c'est facile et qu'à la fin, tu es, en habit de plage et que tu es en train de siroter À Bali. à Bali, voilà, faut arrêter. Faut arrêter, il y a du travail derrière. En tout cas, Hmm. si tu es quelqu'un voilà, qui fait avec aussi l'éthique. Parce que tu pourrais être quelqu'un qui fait des trucs très sombres et qui pourrait faire beaucoup, beaucoup d'argent, mais, à ses risques et périls. Mais il y en a, ils le font et ils sont qu'avec ça et à grand bien leur face. Mais moi, c'est pas mon truc. Ça m'anime pas. Ok. Et bah justement, tu disais que c'était compliqué. Enfin, que c'était tout un travail pour arriver à là. Mhm. J'ai un petit jeu. C'est une mise en situation. Ok. Imaginons que tu devais tout recommencer. Ouais. T'as 1 000 €. Ouais. t'as- Tu recommences tout dans le copywriting. Comment tu t'y prends? Ok. T'as 1 000 €. J'ai 1 000 €. Rien d'autre. Rien Rien. d'autre. Pas d'épargne, rien du tout. Super intéressant. Je pense que la première chose déjà, j'ai zéro compétence. Ou Ouais, est-ce que ouais. En vrai, si donc en fait, je suis tu juste sais que, animé par le métier de tu sais copywriter, que ça t'intéresse le copywriting, mais que t'as 1 000 € et mais j'ai 1 000 €. euh, En gros, le but, c'est de se mettre ouais, dans la peau, du coup, tu sais bien le faire. du débutant vraiment, mais qui est animé par un métier du coup d'entrepreneuriat et Qui, notamment le copywriting. ouais. Ah, c'est génial. Ouais, 1 000 € frais. En plus, quand tu vois aujourd'hui le prix des formations, tu vois, tu peux même pas vraiment te permettre aujourd'hui une formation. Moi, je vais donner un. En fait, finalement, les formations, c'est quoi? C'est la plupart du temps, c'est des gens qui ont pris le temps de assimiler plein d'informations dans plein de situations, la pratique, la connaissance via les livres. On va revenir un peu à l'esprit d'antan, on va dire ça, parce qu'aujourd'hui on peut tout voir sur YouTube, etc. Mais il y a des livres incroyables sur lesquels vous avez une mine d'or d'informations. Mais les gens sont tellement, je suis désolé de dire ça en 2025. T'en as cité ou pas des livres? Oh oui, en copywriting, oui. Pour moi, la Bible du copywriting, bizarrement, les gens vont dire, ah, il va nous parler d'un copywriter célèbre. Pas du tout, c'est David, j'allais dire David Ogilvy, pas du tout, ça c'est un autre qui est très célèbre. Ouais. George Felton, et ça s'appelle tout simplement, en fait, Advertising, Concept and Copy, tout simplement. C'est un livre qui fait peut-être 200 pages, Ok. mais qui donne tout, tout sur le copywriting. Et ça, pour moi, ça a été super parce que, un, il est illustré, tu vois vraiment des applications concrètes, tu vois de la connaissance théorique, donc c'est tout combiné. Et c'est un livre qui coûte plus cher que la moyenne, mais bon, c'est 60 € à peu près. Mais 60 € comparé au prix de formation,
Et en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que pourquoi on achète des formations finalement? Pourquoi on achète des accompagnants? C'est parce qu'on n'est pas capable de passer à l'action nous-mêmes. Si on est capable, si on a la discipline, si on a l'envie de faire, Pour pas. gagner du temps aussi des fois, pour trouver l'info plus Mais avec 1000 facilement. euros, de toute façon, tu n'as pas trop le choix. C'est un peu comme ceux qui me disent est-ce que je dois faire organique ou je dois faire publicité? Selon le budget Bah, ça quoi. dépend de ton budget. Si tu n'as pas de budget, je suis désolé, mais malheureusement, ça va être du temps et l'énergie. Tu arriveras à tes résultats comme celui qui est en publicité, mais pas dans le même délai. Donc finalement, est-ce que tu es prêt à endurcir euh, plusieurs mois, années en pratiquant, en apprenant de ces connaissances qui te prennent plus de temps? Ou est-ce que tu as le budget? Et dans ce cas-là, oui, bah dans ce cas, si tu as un budget, prends chez le meilleur copywriter. Sinon, très simple aussi, tu cherches le meilleur dans ta niche. Tu cherches le meilleur dans ta niche. Parce que souvent, on veut prendre un peu la moyenne parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Non, choisis le meilleur dans ta niche et vois s'il n'a pas créé des ressources gratuites d'abord, des ressources moins chères OK. qui sont dans ton budget. J'ai fait l'erreur de prendre beaucoup des gens un peu dans la moyenne, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. OK, faut Aujourd'hui, prendre vraiment le top pour toi. ouais, pour moi aujourd'hui, dans tout, dans ma vie maintenant aujourd'hui, j'ai un sujet qui m'a intéressé. Je dis qui c'est le meilleur là-dedans, chez qui du coup je peux recevoir les enseignements déjà de manière gratuite si j'ai pas beaucoup d'argent, et ensuite après, si j'ai les moyens, payer une formation, l'accompagnement. OK, donc tu commences par te former, donc avec le budget que tu as, avec des livres Ouais, et des ressources gratuites éventuelles. c'est ça. Et un point aussi important, c'est ne pas prendre chez tout le monde. Si tu es intéressé, donc imaginons si on prend l'exemple, tu veux être un excellent copywriter, tu cherches les 3 meilleurs copywriters du OK, monde, hein, pas juste de France, du tout monde, le monde. du monde. Tu regardes s'ils n'ont pas fait des ressources, la plupart du temps, si ce sont des gens très connus, ils ont fait forcément une ressource, un livre ou un lead magnet, autre chose. Tu l'utilises, tu le consommes et surtout tu le pratiques à répétition et tu ne dévies pas de ta trajectoire, tu ne cherches pas, dès que ça ne marche pas, à dire oh, je vais prendre chez quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est la meilleure façon de ne jamais y arriver. Tu Tu restes focalisé sur cette personne, son processus, parce que s'il a réussi aujourd'hui, si c'est quelqu'un de très honnête dans sa démarche, et forcément s'il est connu, il doit être honnête dans sa démarche, tu l'appliques bêtement. Comme le closing finalement. Beaucoup de gens diront mince, j'échoue. Moi j'ai pris une seule personne dans le closing, et cette personne, en fait, je suis son processus. Je ne cherche pas à ce que, même si quelqu'un a des bons résultats à côté, avec un autre processus, je ne choisis pas l'autre processus. Je suis ce processus et tout. Et George Felton, finalement, je suivais son processus. J'ai au début commencé à piquer un peu à droite à gauche, je me suis rendu compte que c'était contre-productif. Et donc je me suis resté centralisé sur cette personne, et après avec ma propre créativité, ma propre sensibilité en tant qu'être humain. C'est pareil, on a aussi notre patte à nous qui joue. On ne sera jamais le même que celui qui nous donne le processus. Mais on va prendre ce processus et ensuite après l'utiliser. En fait, on a un cadre. Je crois que c'est Picasso qui disait ça, c'est vous avez un cadre. Pour être créatif, il faut un cadre, mais il faut jouer dans ce cadre. Bah, en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est le cadre, le processus, et on reste dans ce cadre, mais par contre, dedans, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, mais on a ce cadre. Donc, dans tous les cas, on suit le process, mmh, et après, on l'adapte à notre façon d'être, notre OK, personnalité. ouais. Donc, avec 1000 euros, tu peux carrément t'en sortir, ça prendra plus de temps. Et après, du coup, ce qui est bien, c'est que si tu as laissé un peu les 1000 euros, que tu l'as utilisé un peu, bah, après, ce processus, tu peux l'utiliser comme levier. Donc, par exemple, là, bah, tu as eu tes premiers clients, et puis bah, du coup, bah, tu vas commencer du coup, à pouvoir avoir plus d'argent. Cet argent, réinjecte-le, ça c'est aussi quelque chose d'important que j'ai pas fait à mes débuts, Et c'est comment tu fais pour passer de la formation à avoir des clients? Parce que là, tu as sauté oui, une étape quand même. ouais, et justement, j'y pensais au moment où tu me le disais, il y a aussi ce côté, en fait, si tu cherches tes premiers clients et qu'au début tu te dis, bah ouais, mais j'ai pas de résultat, comment je peux prouver ça? Bah en Ouais, fait, fais du gratuit. Fais du gratuit. Parce que finalement, c'est super intéressant. Alors bien sûr, ne te fais pas avoir avec quelqu'un qui veut tout de toi. C'est-à-dire, tu dis, ok, c'est du gratuit, mais ça sera pour ça et seulement ça. Par contre, je te donne tout. Je donnerai tout et ce que je veux en échange, c'est juste un témoignage de ta part. Témoignage vidéo de préférence pour plus de persuasion. Et je voudrais l'utiliser comme levier de communication pour mes compétences. Est-ce que vous êtes OK pour ça? Oui, non. La personne accepte. Si en tout cas elle accepte, c'est super. Tu bosses pour elle. Tu te fais trop. Allez, au minimum 4, je dirais 4-5 avis. Tu vois, 4-5 avis, comme ça tu as une base de données. Et après, là, tu commences par contre à pricer. Donc, ouais, le gratuit. Et ensuite, après, bah oui, tes clients, tu augmentes en compétences au fur et à mesure. C'est un long jeu, hein. C'est un long jeu, tu ne deviens pas le meilleur copywriter, le meilleur closer, le meilleur designer du monde du jour au lendemain, c'est impossible. Et ceux qui comprennent ça comprennent que du coup, c'est un processus long terme et que le but du jeu de l'entrepreneuriat, c'est pas de faire le plus d'argent le plus tôt possible, c'est le plus d'argent le plus longtemps possible. Et c'est comme l'investissement, tu as des traders et tu as les investisseurs long terme. ouais, Est-ce que tu vas être le trader qui peut-être du jour au lendemain peut tout perdre? ouais. Ou est-ce que tu vas être l'investisseur qui, ok, va pas gagner grand-chose, mais par contre, si tu Fais dézoomes cumuler. sur beaucoup d'années, tu te rends compte qu'en fait, il est en train d'exploser tout. Ouais, Tu, clairement. pas le même temps.
le même montant, tu as plus de risques dans le premier, celui que tu veux faire en one shot, que celui dans lequel tu veux faire en long terme. Maintenant, c'est toi qui décides. Est-ce que tu es attiré par la dopamine, tout de suite tu veux tout maintenant? Il y en a plein qui réussissent comme ça, beaucoup après qui se recrachent. C'est leur problème et c'est tant mieux s'ils arrivent à contourner le système, trop bien, ils ont été plus malins que moi, ce que je pense actuellement. Mais pour moi, en tout cas, ceux qui sont là depuis très longtemps, j'en connais beaucoup, des clients aussi que j'ai eus, qui au début avaient un petit business, mais qui l'ont fait de manière très propre, très carrée, très structurée, et ont augmenté en compétences au fur et à mesure, qui aujourd'hui ont des empires pour certains. Mon premier client, sans citer son nom, était certainement l'un des meilleurs exemples de clients que j'ai pu avoir, et c'est quelqu'un, ça fait 15 ans qu'il est dans l'entrepreneuriat, on ne le connaît pas trop, très peu de gens le connaissent, dans ceux à qui je parle. Pourtant, c'est quelqu'un qui aujourd'hui fait passer des entreprises de 5 chiffres à 6 chiffres, 6 chiffres à 7 chiffres, 7 chiffres à 8 chiffres. Et pourtant, quand tu parles de lui, une personne sur deux va te dire: «Je connais pas». Enfin, peut-être même une personne sur trois. Ok. Donc c'est assez impressionnant en fait. Tu as pas Mm. besoin de comment dire? Il y a beaucoup de gens cherchent aussi ce côté, prestige en même temps. Prestige, profit, tout de suite maintenant. On est dans un monde où tout rapidement et c'est OK, c'est normal. On avance, l'IA et cetera, ça avance, tout rapidement. En fait non, je veux dire, on reste des êtres humains. On a quand même une majorité 70 ans à vivre, 70-80 ans, hein, plus peut-être pour les optimistes. Et bah, utilise ce temps à bon escient, utilise-le et chaque jour fais en sorte d'être meilleur, Voilà, un ça. petit pourcentage en plus. Ne demande pas d'être 100% meilleur le lendemain, juste 1% en plus à chaque fois. Ok. Intéressant. C'est ma conception Ouais, des choses, c'est peut-être que intéressant. les gens ne seront pas d'accord, mais c'est OK, moi c'est comme ça que je vois le monde. Et du coup, pour qu'on revienne un peu à ta propulsion, parce que Mhm. c'est tout le but du podcast, on peut voir Ouais, ouais, comment tu ouais. t'es propulsé. Toi, du coup, est-ce que tu as un moment clé que tu définirais comme une propulsion? Déjà, il y a le moment où tu as découvert Le euh, copywriting, au moment où j'ai découvert le que copywriting, c'était un génie, que c'était un truc que tu voulais faire. Est-ce que ouais. tu as d'autres moments clés comme ça? Oui, j'ai d'autres moments clés. Alors, les moments d'enfance, ça a vraiment été des tournants dans ma vie, littéralement. En tout cas, pour m'épanouir, surtout devenir plus mature. Ce qui fait que même quand je suis arrivé, vers mes 18 ans, j'étais plus mature que la plupart des gens qui n'avaient pas subi tout ce que j'ai subi. Ouais, Donc je voyais le monde d'une manière différente et ça a été un premier changement. L'autre changement, c'est aussi le fait d'avoir, rencontré mon meilleur ami, Victor, aujourd'hui, qui pour moi est toujours un frère, qui est une personne en qui j'ai, énormément d'amour, vraiment, hem et cette personne m'a vraiment transformé. Donc lui a été vraiment un déclic, parce qu'il était curieux. Je buvais ses paroles, surtout quand il me parlait copywriting, je buvais ses paroles et toujours aujourd'hui, quand on parle de marketing, il y a toujours ce truc-là. Mais j'ai réussi à me détacher aussi, tu sais, à avoir ma propre identité à la fin pour me dire: «Super, il m'a appris tellement de trucs, je suis tellement reconnaissant, tellement de gratitude». Hem, mais aujourd'hui, il y a aussi ma vie, tu vois? Et maintenant, c'est à moi aussi d'apprendre des choses que lui ne sait peut-être pas, tu vois? Et c'est super. Donc il y a eu ce déclic-là aussi grâce à lui. Il y a eu le fait, bah, après c'est des micro déclics avec des clients sympas, des clients pas sympas, ça arrive, c'est le jeu aussi. Et puis il y a aussi des événements plus, personnels qui sont complètement dehors du professionnel ou parfois qui s'entremêlent légèrement et qui fait que, bah, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu dois améliorer sur toi, ton état d'esprit, pour être un meilleur entrepreneur. Je vais prendre un exemple très simple, c'est les relations amoureuses. Finalement, tu es avec une personne, tu n'es plus avec cette personne, tu cherches à comprendre pourquoi. Parfois c'est entre guillemets, parfois c'est toi qui es l'initiateur de cette rupture, parfois pas, mais tu essaies de comprendre, tu vois? J'ai toujours joué à ce jeu-là de la vérité, du jeu de la compréhension. Et puis il y a des fois des moments où c'est très dur, où des fois tu as rien fait et tu te prends une claque, ça te fait, ça te fait changer aussi ton état d'esprit. Tu te dis: «Ah mais en fait les gens que je pensais bien, que je pensais, être des personnes bien, sont finalement pas si bien que ça». Donc il y a toujours des nuances, tu vois? Ça veut pas dire qu'il faut voir les gens de manière négative, mais il faut juste les comprendre avec tout ce qu'ils ont derrière. Pourquoi ils ont agi de cette manière? Pourquoi ils ont décidé de me trahir? J'avais rien demandé, tu vois? Un peu comme l'enfant que j'étais au tout début. Pourquoi ils ont décidé de pas m'accepter? Qu'est-ce qui fait que je suis rejeté? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois me présenter davantage? Peut-être, peut-être pas. Mais ça, du coup, tu fais ce travail-là et moi, je sais que le relationnel, ça a toujours été un tremplin aussi pour le côté professionnel. Ce que j'apprends dans le côté, sociétal, je vais toujours le réutiliser dans le côté professionnel, hem, que ça soit en termes de connaissances ou en termes d'état d'esprit à adopter. Et je le vois sur mon copywriting. Au moment où j'ai décidé d'être qui je suis, quand j'ai fait cette transition de coach à copywriter, j'étais complètement différent, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus d'aura. Je sortais, en fait, de l'écrit, tu sors tout de toi, de ouais, manière je vois ça. naturelle.
Ça, c'est un premier déclic dans mon activité professionnelle, puis après, c'est tout ce qui se passe en interne. Ce leadership. Apprendre la vente aussi, c'est chouette. Parce que du coup, ça te permet aussi d'avoir ce leadership que tu n'as peut-être pas en tant que copywriter, parce que tu es un introverti, tu es dans ta bulle. Donc, peu de gens peuvent t'embêter au Ouais, moment où tu écris. Par contre, quand tu es dans le closing, par contre, tout le monde peut t'embêter. Donc là, il faut ouais. avoir une posture. Puis quand j'ai commencé à cadrer des équipes aussi, quand j'ai commencé à cadrer des équipes, là aussi, j'ai dû faire preuve de leadership. En tant que coach, ça m'a aidé. Ce leadership m'a aidé beaucoup pour le travail, mais les aventures euh, au niveau social, les aventures relationnelles, ça te permet aussi de découvrir aussi une part de toi que tu n'avais pas pu voir, que tu n'avais pas pu certainement améliorer pour être encore une meilleure version de toi. En fait, c'est assez drôle, mais on veut toujours scinder les deux, mais les deux sont toujours intimement liés. Ce que vous êtes dans votre business, ce que vous êtes souvent aussi dans votre relation, dans votre vie personnelle, et parfois aussi, ça peut être simplement ce que vous vivez dans la vie perso, ça s'impacte sur la vie pro et Mmh. inversement aussi. Ouais, Tu vois? c'est sûr. Tout va être relié et donc pour moi, c'est génial l'entrepreneuriat, je le vois comme une vie. C'est ma vie. En fait, je vois tout autour du business. C'est tout du business, du copywriting et bah, tu le vois, dès que je parle de ça, je pourrais en parler 3 heures, 4 heures, 5 heures jusqu'à ce que je n'ai plus de voix. Et en fait, c'est comme ça que je vois les gens. Et aussi, il y a quelque chose qui peut être intéressant, même pour toi, par rapport aussi au tremplin, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est super, c'est que on pense souvent qu'on est bizarre. Tu sais, je vais reprendre un peu l'anecdote de moi quand j'étais enfant. On pense qu'on est bizarre, on est à part, on aime des choses que les gens ne comprennent pas. Peut-être qu'on est en dehors de la société. En fait, non, il y a plein de gens bizarres comme nous qui traînent. Il faut juste qu'on se retrouve au même Faut endroit. trouver, Et faut c'est au faut moment, du trouver. coup, nous, on s'est rencontrés, Ouais, on a rencontré d'autres personnes aussi entrepreneurs, ouais. on s'est dit, mais en fait, on est tous, on est tous un peu On est tous bizarres. fous. On est tous fous, mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas qu'on est tous fous, c'est qu'on a été catégorisés comme fous. Ouais, Mais en fait, c'est juste qu'on n'était pas au bon endroit. Je sais pas, comme quelqu'un qui est ouais. passionné d'un sport et qui trouve pas des gens qui sont réceptifs au sport, puis d'un coup, il va arriver dans un club de ce sport-là, et là, tout le monde est comme lui. Et il se dit, mais c'est ouf, vous étiez où depuis le début? Ben, on était Ouais. partout. C'est fou. On s'attendait juste au bon endroit. C'est Ouais, la même chose, donc pour ceux même qui se sentent un peu en retrait parce qu'ils vivent d'une passion qui peuvent leur faire ressentir quelque chose euh, ça leur donne l'impression d'être différent. En vous fait, n'êtes pas vous seul. êtes pas différent. Vous n'êtes pas seul. Non, Vous vous êtes pas différent. vous n'êtes pas seul, vous n'êtes vraiment pas seul. Il y a plein de gens qui vous attendent et des gens qui n'attendent que vous d'ailleurs pour se connecter. Euh, tu vois, si je devais peut-être tout recommencer, je créerais presque une application de rencontre entre entrepreneurs. Je sais pas si ça doit Ouais. exister certainement, tu vois. Peut-être, ouais. Tu vois, tu te Rencontre pro ou. Ça peut être les deux. Bon, il y a des Ouais. applications qui existent déjà un peu sur le pro, tu vois, perso, Ouais. mais ça peut être aussi par cette même passion, tu vois. Hmm. C'est créer en fait une connexion. Je veux dire, quand on parle là, on pourrait parler de business de différentes manières, pendant des heures, des heures. On Ouais. pourrait là parler jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin, peut-être, bon, jusqu'à peut-être un certain stade, jusqu'à ce qu'on ait envie de dormir. Mais tu vois, finalement, on est happé par ça. On en parlait encore avec certains de tes amis. En fait, il y a des fois où tu as l'impression que tu te dis, mais jusqu'où on peut aller dans la discussion parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. Tu as trouvé, entre guillemets, ton âme sœur ou ton âme frère, tu vois, comment tu peux dire ça, euh, professionnel. Ouais. Et ça, c'est formidable. Pas forcément dans le même domaine en plus. Mais en fait, tu as compris que tu étais au bon endroit. Et ça, c'est la meilleure sensation. C'est la meilleure. En plus de ton métier, c'est quand tu rencontres des gens aussi bizarres que toi. Enfin, Comment aussi. toi, tu peux rencontrer des gens bizarres? Comment tu fais toi pour rencontrer des gens comme toi? Déjà, je ne mets pas de barrière à l'entrée. Dans le sens, je vais parler à ces gens parce que potentiellement, ils vont m'apprendre quelque chose. Mais comment tu les rencontres avant de leur parler? J'y vais. Tu vas où? Ah, tu veux dire si, par exemple, je suis dans un lieu complètement à Ouais, si part? on va dire Ok, t'es isolé, bah ouais, même si on reprend le truc de tu commences à 1000 euros, tu connais personne, tu ouais, vas rencontrer des gens, tu fais comment? ok. Ouais, ça, c'est super. Bah, déjà, je me renseigne aussi s'il n'y a pas des réseaux d'entrepreneurs. Tu vois. En tout cas, si je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, je vais chercher des réseaux d'entrepreneurs. Et puis, je vais commencer à parler avec ces gens en y allant directement. Je vais y aller, je vais me dire, bah, why not en fait, on ne sait jamais. Je commence peut-être par des événements gratuits pour un peu tester, tu vois, un peu doser, pas me dire, Petits ah, événements, ouais. ouais, j'ai pas cramé de l'argent pour rien en rencontrant des gens super bizarres, quoi. Là, c'est ok, j'y vais, je discute, puis je vois si j'accroche ou pas. Parfois, des fois, tu le sens, tu dis, moi, j'accroche pas. Mais tu as fait l'action d'aller voir les gens. Et finalement, c'est ça aussi le plus important, c'est ça, alors ça, tu vois, ça par exemple, ça c'était un sacré déclic et j'en ai pas parlé, pourtant, je crois que c'est OK. le truc numéro un que tout le monde devrait avoir en tête, c'est cette histoire de passage à l'action. Beaucoup de gens se disent, ah oui, mais c'est facile, le passage à l'action, c'est abstrait d'une certaine manière. Non, c'est pas abstrait en fait. Le passage à l'action, c'est réellement ça, c'est le fait de se dire, je le fais, qu'importe ce qu'il y a derrière. Votre peur, ou en tout cas appréhension de ce qui va se passer, c'est un excellent compas pour se diriger vers cet endroit-là. Ça veut dire, il faut que tu y ailles. Il faut que tu surmontes cet obstacle-là.
Et je me rappelle de cette image quand du coup j'avais ces problèmes du coup au collège. J'avais mis en face de moi, donc j'étais sur un lit en hauteur dans une chambre, tu vois, chez mes parents. Et en fait, donc je dormais, et en fait, quand je me relevais, en face de moi, il y avait un petit tableau Velleda. Petit, hein, vraiment, genre peut-être la même taille que celui-ci. Tu vois. Et j'avais écrit action. Juste action, rien de plus. Et en fait, c'était pour moi un ancrage dans ma tête en me disant, première chose que tu vas faire ce matin, c'est croire en toi. Première chose que tu vas faire, c'est passer à l'action et faire les choses qui te font peur pour enfin être quelqu'un de différent, enfin quelqu'un qui correspond à 100%, ce que tu veux être réellement. Et ça, beaucoup de gens se disent, oh, je peux pas, j'ose pas. Mais en fait, tu sauras jamais si tu l'as pas fait. Et je sais pas, reprends l'histoire des relations. S'il y a une personne qui te plaît, que ce soit une relation amoureuse ou pas, mais une personne avec qui tu as envie de dialoguer, et que c'est pas grave si tu bafouilles au début et que tu as du mal. Mais si tu l'as fait, tu as fait l'intention de passer un cap, finalement tu vas être content. Ouais, c'est clair. Tu vas être content parce que tu vas dire, ok, bon, c'était pas fou, mais T'as fait quoi? je l'ai fait. Donc je peux le refaire une deuxième fois, une troisième fois. Prenons l'exemple d'un sport aussi. Si un sport te fait peur, sport de contact par exemple, ben, prends-toi un premier coup. Après, tu vas voir que c'est une habitude, en fait. Tu vas dire, bon, oui, c'est comme se brosser les dents finalement. Hmm. Et c'est ça, en fait, les gens projettent beaucoup, idéalisent beaucoup. Et c'est pour ça que le copywriting ou le closing est intéressant, c'est qu'on arrête d'idéaliser trop longtemps. Ok, c'est bon, on a idéalisé, on t'a montré un super futur, mais là, il faut passer à l'action. Là, c'est le moment. Pour toi, ta famille, ton futur. Et c'est à ce moment-là où, du coup, les gens, quand ils font vraiment ce passage, qu'importe la résultante à la fin, ils l'ont fait. Et ça leur ouvre de nouvelles perspectives. Et c'est là où, du coup, ils peuvent se dire, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Je fonce pas. Mais ils l'ont fait. Tu as plein d'analogies comme ça. Saut en parachute. Hmm. Comme ça. Est-ce que tu préfères rester sur le tarmac et finalement pas prendre l'avion pour sauter, ou est-ce que tu vas décider d'aller haut, d'avoir peur, d'être poussé enfin avec la personne qui t'accompagne et de vivre la meilleure sensation de ta vie? C'est toi qui choisis à la fin. Moi, je m'en fous, je suis juste le guide. Mais est-ce que tu veux faire ce saut ou pas? Est-ce que tu veux changer ta vie? C'est tout. Tu montres qu'il est possible, quoi. Tu montres les possibilités. J'ouvre des portes. J'ouvre des Ouvre des portes, portes. je leur tends la main. Ouvre des Mais c'est à portes. eux de venir chercher ma main. C'est pas à moi de les tirer. Je ne sauve pas les gens. Je les aide. Ok. C'était une belle clôture, On ça. s'arrête Ouais, sympa. là. Ouais, non, en vrai, ce qui serait intéressant, euh, euh, comment tu décrirais ton tremplin en une phrase? Wow, en une phrase. C'est très paradoxal pour un copywriter de pas tout dire en une phrase. C'est un bon exercice. Ouais. Comment je synthétiserais ça en une phrase? Ta propulsion. Ma propulsion. Euh, Waouh. J'adore et en même temps, j'essaie de vraiment le rendre plus concis et plus simple. T'inquiète. Je pense que le tremplin, vraiment, pour moi, et celui qu'on peut réutiliser pour moi en tant qu'entrepreneur en général, c'est le fait de, un, s'écouter, deux, de se respecter, et de aller vers son objectif, quoi qu'il en coûte. Parce Quoi que, qu'il en coûte. quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que si t'aimes vraiment ça, et que tu veux vraiment le faire, et que ça t'anime, qu'importe les problèmes, qu'importe ce qui va t'arriver sur le chemin, que ce soit un obstacle, un petit ou un grand, tu le feras. Même si tu dois bafouer l'éthique. Ça, c'est toi qui vois. Ok. Je veux pas faire le mec en disant non, c'est pas bien. Tu fais ce que tu veux à la fin, c'est ta vie. Moi, j'ai choisi l'éthique. Si tu as envie de choisir l'éthique, ne choisis pas l'éthique. Mais il y a forcément des bonnes raisons. Je pense que chaque personne, tu vois, même quand une personne fait du non-éthique, il y a quelque chose d'autre Ouais, derrière qui a ouais. drive. C'est pas la méchanceté. Je pense que les gens sont foncièrement gentils, de bonnes intentions, mais que malheureusement la vie parfois les a amenés à changer de trajectoire. Mais de base, foncièrement, ce sont des personnes gentilles. Bon, hors cas extrême, tu vois, mais la plupart du temps, c'est ça. C'est des gens qui malheureusement ont eu des très grosses blessures. Et ils ont décidé soit d'abandonner, de se dire, tu sais quoi, la vie, en fait, elle n'a pas de sens, donc autant tout cramer. Autant faire la politique de terre brûlée, et puis je m'en fiche si je fais des dégâts à Hmm. côté. Tant que moi, j'atteins mon objectif, c'est bon. Et t'as des gens qui se disent, c'est dur, Comme toi. c'est pas facile, mais vas-y, je tenterai bien quand même. J'y crois encore. Il y a un peu d'espoir. Et je le fais, ça va être chiant. C'est peut-être plus difficile que l'autre qui a décidé de tout brûler, Hmm. mais j'y crois encore. Et c'est moi, c'est ça, j'y crois Ouais, encore. c'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas dans une bonne attitude, mais j'y crois encore. Des gens chez qui je vois de la négativité de premier abord, mais je dis, mais il y a un truc au fond, je le sais. Et si je le perce, t'as perdu. T'as perdu dans le sens, t'as perdu ce côté négatif, et j'ai réussi à t'amener de l'autre côté.
Et c'est ce qui m'intéresse. Je veux que la personne se sente bien à la fin. Donc c'est ça qui me plaît. Et alors c'est encore plus beau quand tu vois une personne qui passe du côté négatif au côté positif. J'ai eu plein de cas comme ça de clients, bornés d'idées négatives, et puis à un moment donné, tu leur révèles un truc, tu leur montres quelque chose, et un coup, pouf, il y a un changement. Et elles se disent, ça cogite, soit instantanément, soit ça prend du temps, mais tu les vois, ils réfléchissent. Et le lendemain, souvent, ils ne sont plus les mêmes. Bah, ça, j'adore. J'adore. Parce que du coup, finalement, tu as fait du copywriting à l'oral, tu as fait un peu de closing d'une certaine manière, puis après, tu leur montres avec tes compétences que tu as changé aussi leur vie ou la vie des autres. Et là, il y a une question qui vient, c'est que Ouais, du coup, toi, t'aimes bien voir les gens changer, ouais. mais en fait, le copywriting, enfin, t'es pas sur le terrain comme le closer, t'es vraiment, tu vois pas, t'as Oui, mais pas tu le direct le vois par les feedback. KPI. Tu Ok. vois par Ouais, mais c'est des KPI. chiffres, tu vois, c'est moins. Oui, c'est sûr, c'est moins émotionnel, c'est plus rationnel. Mais finalement, le rationnel vient de l'émotionnel. C'est-à-dire, Donc toi, ça te. personne, j'aimerais plus le voir, tu vois. Ouais. Donc c'est encore plus beau quand quelqu'un te fait un feedback ou que tu as le client d'un client ou d'une cliente qui te dit: «Ah, j'ai adoré ton écrit, ça m'a réveillé un truc». Moi, derrière, je suis dans l'ombre, je suis en train de sourire, tu sais, je suis en mode, Ouais. yes, j'ai fait mon job, tu vois. Mais oui, ça, c'est une superbe satisfaction. Mais après, les chiffres, quand à un moment donné, tu vois qu'une personne a acheté un produit, c'est que ça a marché. Et surtout, si ça vient de ta source, si tu as bien mesuré les données et que tu sais que ça vient de ta source, tu dis: bah oui, c'est moi. Ouais, c'est vrai. Alors oui, c'est plus brut, mais finalement, la satisfaction est la même, c'est-à-dire que l'argent qui est généré, je le projette comme une action qui a été réalisée de la part d'une personne pour changer sa vie. Donc oui, je vois le chiffre d'affaires, je suis trop content pour l'entrepreneur que je vais accompagner. Mais derrière, je sais qu'il y a eu un déclic aussi. Des fois, j'oublie, ça peut arriver, et c'est ok, c'est humain. Et puis parfois, je reviens dessus, je me dis, waouh, regarde le nombre de personnes que tu as touchées, le nombre d'hommes, de femmes, que tu as vu changer la vie, sans que tu le saches, et eux, sans qu'ils le sachent, c'est toi qui as fait ça. Et puis en plus, des fois, si tes écrits restent, c'est encore plus beau, parce que tu dis, mais en fait, même quand je vais peut-être mourir, si la séquence Ah ouais, ouais. tourne toujours, il y a aussi ce côté-là, à la différence du closing. Le copywriting, c'est que j'aime bien, c'est que ça dure dans le temps. Ouais. On dit, les paroles passent, les écrits restent. C'est exactement ça, j'aime bien. Donc potentiellement, plus tard, même, tu vois, un podcast, finalement. Potentiellement, plus tard, dans quelques années, si le podcast, tu vois, continue à vivre, bah, finalement, en fait, les gens vont t'écouter et dire, waouh, incroyable. Il est plus là, peut-être, mais qu'est-ce que c'est incroyable d'écouter ça. T'as posé ta trace. Ouais, et je crois qu'il y a aussi ça, il y a un côté, chez le copywriter, j'ai envie de laisser quelque chose, une trace, Ok. une empreinte. Moi, c'est ma conception. Il y a ce côté ego qui rentre en jeu. Il y a le côté, j'ai envie vraiment d'inscrire quelque chose dans l'histoire. J'ai toujours été comme ça. La première chose que je me disais, c'est quoi que tu veux faire, c'est mettre mon nom dans l'histoire. Mais mon nom, c'est pas mon nom. Juste C'est par ego, c'est apporter une valeur, quoi. apporter une valeur, mais qu'elle soit là, toujours, toujours, toujours. Qu'elle puisse transiter, Se ouais, perpétuer dans le temps. d'esprit en esprit, tu vois, de lecteur en lecteur. Il se dit yes. Et puis parfois, il n'y a pas le lecteur. Des fois, tu sais, tu fais des VSL, donc des vidéos sales letters, donc tu vas écrire pour des gens. Donc c'est un script vidéo. Et du coup, tu vois la personne parler avec tes propres écrits. Ouais. Ça aussi, c'est satisfaisant. Tu te dis, ah, fun. Avec l'aura en plus de la personne. Donc si la personne a un très bon aura, fantastique. Et tu te dis, waouh, génial, c'est moi. En fait, elle est en train de... en fait, c'est de l'acting. C'est de l'acting. T'es le souffleur, si tu veux, d'une certaine manière, le parolier. Mm. Et c'est trop bien. C'est le meilleur des deux mondes. Tu as d'un côté ce côté, j'ai le temps, j'explore ma créativité, il n'y a aucune contrainte, si ce n'est celle du client avec le ton de voix, etc. Et la personne que tu touches. Finalement, tu fais ce que tu veux dans ce cadre, comme je te disais tout à l'heure. Et puis, de l'autre côté, il y a ce côté, tu touches des gens de différentes manières. Publicité, email, VSL, page de vente. Et encore, tu peux aller plus loin, parce que là, on parle de choses standards. Tu peux aller plus loin si tu as envie. Tu peux créer des choses. J'ai connu des copywriters qui faisaient des, des animés d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils faisaient passer dans des emails avec des pages d'histoire. Il faut être super créatif, il faut oser aussi faire ça. C'est complètement différent du standard, quoi, de base. Et finalement, en fait, bah, ça marche. C'est trop bien, tu t'arrêtes jamais. C'est. Moi, voilà, j'en parle pendant des heures. Voilà, la parole d'un passionné. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, bah écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Que tu veux laisser ton écrit dans les futures générations. Et Ouais. puis, Tu mets le point sur un truc, peut-être, je voudrais ouais, vas-y. rebondir. J'aime beaucoup le côté future génération. Il y a ce côté aussi, finalement, c'est cette transition de enfant à adulte. Finalement, tu as des gens, tu regardes chez des musiciens, qui touchent d'abord des ados, qui deviennent des adultes, qui deviennent des parents, et ces parents amènent ensuite les enfants voir ces chanteurs.
Ouais, il y a un peu ce truc-là pour moi, ces trucs de: «OK, j'ai touché telle personne, potentiellement ça va toucher un membre de la famille, un entourage», tu vois? Et et ensuite ça peut toucher des générations suivantes. Et ça c'est le pied. Ça, je pense que c'est le saint graal du copywriter. C'est-à-dire juste, c'est pas pacter une vie à un instant T, pacter une vie pour ou plusieurs sur une C'est un reste, durée très, très longue. Et ça pour moi, je pense que c'est ta consécration. Si tu arrives à ce stade-là en tant que copywriter, je pense que tu es dans le panthéon déjà, des copywriters, littéralement. Et ça peut être la source de motivation aussi. et bah, vas-y, road to Panthéon. Pourquoi pas? Voilà. Franchement, je me le souhaite en tout cas. Ouais, bah, je te le souhaite aussi. Bah merci, c'est super sympa, Ewan. Et puis, ouais, je pense qu'on va clôturer là. C'était très intéressant, ton parcours, ta vision aussi du copywriting. J'ai re- j'ai rencontré quelques copywriters, mais jamais aussi passionné que toi. Genre, toi, Ok. t'as vraiment, c'est toi, quoi. Ok. Copywriter, c'est toi. C'est l'identité en tout cas que je veux transparaître. Ouais, Il y a le copywriter et puis il y a l'être humain en tant ouais. que copywriter derrière, le passionné finalement. Alors, on va finir ce podcast avec un petit jeu. Je vais te donner des affirmations et tu Ok. vas me dire, tu vas réfléchir, répondre vite, tu me dis juste si c'est un frein ou un tremplin pour toi. Ok, super. Être proactif dans les relations avec les gens, est-ce que c'est un frein ou un Tremplin, tremplin? tremplin, Le harcèlement scolaire, est-ce que c'est un frein ou un tremplin? tremplin. Ok. Être le mouton noir, est-ce que c'est un peu lié? Est-ce que c'est un frein ou un tremplin? Difficile de choisir entre l'un ou l'autre. Premier abord, je dirais frein, mais ça peut devenir un Ok, tremplin si tu comprends que tu l'es. ok. Imiter les autres pour réussir, c'est un frein ou un tremplin? Pareil, je dirais l'un ou l'autre, ça dépend si tu as préconscience. Si tu as préconscience, tremplin. Ok. Et pour finir, passer le temps à observer les gens, est-ce que c'est un frein ou un Tremplin, tremplin? Ok, tremplin. L'observation est trop importante. On prend peu de temps pour observer les gens ok, et c'est trop parfait. important. Eh ben, merci à toi pour ce podcast. C'était super Plaisir. chouette, j'adore.